Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Il y a un projet très intéressant qui sera lancé prochainement. C'est le projet TNC et moi. C'est de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu. On va en parler donc avec mes prochaines invités. Soit Mme Nathalie Mercier, qui est la directrice générale de la Société d'Alzheimer du Haut-Richelieu, et Mme Louise Lemap, qui est agente de recherche. Mesdames, bonjour. Bonjour. Mais avant de parler du projet, plutôt cette semaine, on a parlé du mouvement là, de grève des organismes communautaires. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, un mot, parce que vous êtes un organisme communautaire. Je pense que les revendications qui sont apportées vous touchent directement. Donc, peut-être nous dire un mot sur ce mouvement-là qui est très important actuellement. Bien, avec plaisir. Bien, c'est un peu la raison du port de notre foulard rouge. Hein? C'est la marque du communautaire About. Ça fait 30 ans, presque 35 ans maintenant que je suis dans le communautaire. Je n'ai jamais été au privé. Mes prédécesseurs, mes collègues le diront, on travaille dans le communautaire parce qu'on travaille avec les cordons du cœur. On ne veut pas être assis derrière un bureau à faire de la bureaucratie. On veut être en train d'aider les gens au quotidien. Le ministre des Finances a annoncé là, un 250 millions qui va être dévolu aux organismes communautaires. Ça représente 6 000 $ par organisme. Chez nous, pour la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, ça représente la moitié de la facture d'Hydro-Québec. En chiffres, c'est exactement ça. Alors, comment je peux financer 50 employés qui offrent quand même 38 000 heures de répit aux familles qui vivent avec un TNC? On a aussi des projets pour faciliter la vie de ces gens-là. Il y a beaucoup de politiques nationales qui ont été déposées. La politique nationale de maintien à domicile, de soutien à domicile, de proche aidance, de Alzheimer. Toutes ces politiques-là prévoient plein de choses pour notre clientèle, mais aucun financement pour mettre ces activités-là en œuvre. Donc, ça n'a pas de sens. Il faut le décrier. Il faut le dire haut et fort maintenant. Puis, je salue vraiment les gens de Shawinigan qui ont démarrer ce mouvement. Puis je suis plutôt fière de voir comment le communautaire a embarqué, puis met vraiment tout son cœur, comme d'habitude, à porter le mouvement. Puis je ne vous cacherai pas, depuis 4 jours, nous, on est à refaire les budgets pour l'organisation de l'année financière commençant le 1er avril. En ce moment, il nous manque 800 000 $ à gagner pour garder l'équipe telle qu'elle est. Donc, il y a un manque à gagner de 794 000 si on suit aux 6 000 $ promis par le gouvernement. Voilà. Voilà. Je l'ai dit, je le répète, c'est dommage qu'on en soit arrivé à un mouvement de grève pour faire connaître notre cause, mais je pense que c'est essentiel qu'on passe par là pour que les gens soient sensibilisés aux besoins, à l'offre que vous faites et au bien que vous faites à la population. Au bien qu'on fait, puis on essaie de penser aussi à notre main-d'œuvre, qu'il n'y a pas de fonds de pension. Nos employés gagnent entre 21 et 23 $ de l'heure. Donc, ils vivent d'une paye à l'autre. De ne pas savoir s'ils vont avoir leur paye à la fin de la semaine. Ils ne peuvent pas penser à mettre des sous de côté dans un REER ou un fonds de pension. Donc, on est en train de cultiver les pauvres de demain. Quand ça sera l'âge de la retraite, ces gens-là n'auront pas d'argent de côté pour leurs vieux jours, ce qui va accentuer encore tout le problème de société qu'on a actuellement. Exact. Bon, parlons maintenant de ce projet-là, le projet TNC et moi. C'est un guide numérique interactif, dans le fond, là, pour soutenir les personnes touchées par un trouble neurocognitif. Peut-être, Mme Lemap, nous parler un peu de ce projet-là en détail. Oui, tout à fait. Donc, comme vous le dites très bien, c'est un guide numérique qui est là pour accompagner les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, mais aussi leurs proches et les professionnels de la santé. C'est vraiment un guide qui est pensé comme un outil pratique avec des ressources concrètes pour venir aider, épauler au quotidien. Notre logo, c'est une boussole. C'est vraiment cette idée d'accompagner et de guider à travers la trajectoire de la maladie. Bon, qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur de ce guide-là? On va retrouver beaucoup de contenus qu'on va essayer de centraliser et organiser selon 6 grandes étapes. On retrouvera des outils pratiques comme des vidéos, des checklists imprimables, mais aussi des ressources directes vers les personnes qui peuvent nous accompagner. Bon. Comment on en est venu à faire ce projet-là? Ça répond à un besoin? Bien, tout à fait. Il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de recherches. La ministre l'a d'ailleurs écrit dans sa politique Alzheimer. Il n'y a pas de trajectoire définie et les gens font les 12 travaux d'Astérix là, quand ils arrivent dans ce diagnostic. Ils ne savent pas vers qui se tourner, qui va les accompagner et pourquoi.
Exemple, on sait très bien que quelqu'un qui a un trouble neurocognitif léger peut encore conduire son véhicule, mais dans quelques années, ne pourra plus le faire. Fait que cette transition n'est pas obligée d'être blanc à noir d'une journée à l'autre. On peut planifier cette transition-là et ça va être le but du guide. Comment on fait pour se départir du véhicule? Est-ce qu'on veut le donner à son petit-fils? Est-ce qu'on veut le vendre, l'envoyer à la ferraille? Il y a des réflexions à faire en amont. Ensuite, il faut penser à annuler nos assurances voitures, nos immatriculations, redonner le permis de conduire. Mais ça, toutes ces choses-là exigent des formulaires, des signatures, des ententes. Donc, tout ça va être sur le site, sur le guide numérique. Donc, les gens n'auront plus à chercher midi à 14 heures pour un notaire, pour un psychologue, pour un médecin de famille, pour un diagnostic, les cliniques Mon Cas. Tout ça, ils vont pouvoir trouver directement sur le site, vraiment par onglet, l'information qu'ils recherchent. Et comment on en est venu à développer ce projet-là, justement? Bon, nous, on avait l'idée, mais on n'avait pas la ressource pour appliquer parce que ça prend quand même quelqu'un à temps plein sur ce projet-là. C'est là où Louise entre en jeu. Donc, vous avez reconnu son accent, une ressource vraiment extraordinaire qui est venue de France pour nous aider pendant 6 mois, mettons 9 mois maintenant, elle a accepté de prolonger pour créer de toutes pièces, grâce à son expertise et cette compétence, vraiment écrire et dessiner le projet. Donc, c'est grâce à Louise qu'on va voir le jour de ce projet. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça va diminuer les risques de crise et saisir un peu les mesures d'urgence lorsqu'on fait face à une situation? Tout à fait. Nous, on a même prévu une page dédiée à l'urgence sur cette plateforme pour vraiment les situations de crise, mais surtout pour savoir vers quel organisme se tourner. Parce que souvent, les personnes dans des situations très stressantes ne vont pas forcément aller vers les bonnes ressources. Ouais. Vous avez lancé, je pense, un appel aux personnes pour participer, je pense, à une recherche, une étude pour nous en parler un peu, là, en fait. Là. Oui, bien, cette plateforme-là est créée avec l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est une recherche-action dans laquelle on veut vraiment mesurer chaque étape de notre projet. Donc, dans sa création, là, premièrement, est-ce que les contenus qui vont être écrits là, est-ce que la façon que ça va être écrit et transposé, est-ce que ça répond à un réel besoin? Dans une deuxième étape, on va leur présenter l'outil et là, on va les inviter à aller jouer dans cette plateforme. Ça, ce sont les groupes de discussion qui s'en viennent? Oui, exactement. On va leur demander d'utiliser la plateforme pendant 3 mois et on va demander à des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, donc du volet professionnel. On va demander à des personnes qui vivent avec la maladie, des proches aidants et des personnes à risque de vraiment venir tester la plateforme pour qu'en décembre, on apporte tous les correctifs nécessaires et avoir quelque chose qui tient la route et qui répond aux réels besoins des usagers. Donc, on est encore en développement pour offrir le meilleur guide possible aux personnes qui en ont besoin, c'est ça? Exactement. Louise a parlé des 6 étapes. Je pense que c'est important qu'on les nomme. Donc, la première étape est la prévention. Alors, comment prévenir des troubles neurocognitifs? On va avoir vraiment une section dédiée. Ensuite, en deuxième étape, on a le diagnostic. La troisième étape va être de planifier l'avenir. Quatrième étape, qui est le maintien à domicile. Le cinquième, c'est le transfert vers un milieu de vie adapté. Et le 6e, qui est le deuil. Bon. Le proche aidant qui a accompagné son proche qui vit avec la maladie pendant toute cette trajectoire va être appelé à revenir à l'étape numéro 1 en prévention pour, à son tour, prévenir le développement de troubles neurocognitifs. Bon, vous dites que donc vous souhaitez le mettre en application vraiment en décembre, que les gens Il va être ouvert au grand public. Oui, en décembre. Est-ce que une fois son application, ça pourrait réduire, par exemple, la pression sur le système de santé? Absolument. Absolument. C'est un peu fait. Il y a beaucoup de gens qui connaissent peut-être le guide de la future maman ou mon bébé. On voyait chaque page. Bien, c'est un peu le même principe, mais sous forme de guide numérique et où ça va être très intuitif parce que les gens, grâce à un chatbot, vont pouvoir aller entrer leur profil et ça va les diriger directement vers les bonnes informations plutôt que d'essayer de chercher l'information sur 15 000 sites web. Ouais. Donc une fois que ce sera terminé, le guide sera disponible de quelle façon?
Seulement en ligne, parce qu'il y a beaucoup trop de documentation et de ressources et de références là-dessus. Par contre, on a le partenaire Go Rendez-vous qui embarque avec nous dans ce projet-là. Les gens vont pouvoir prendre rendez-vous avec les spécialistes de la plateforme directement en ligne et vraiment avoir un calendrier de suivi de chacune des étapes. J'aimerais revenir sur l'expertise, Mme Lemap, parce que je pense que vous êtes allé la chercher parce qu'elle a une expertise. Définitivement. Quelle est votre expertise, les qualités qu'on recherchait, dans le fond, pour développer ce guide-là ici? Je pense que c'était quand même intéressant que je n'ai pas une expérience dans le milieu des troubles neurocognitifs avant, parce que ça m'a amené à vraiment revoir l'intégralité d'un point de vue extérieur. Et de venir recentraliser toute l'information qui existe déjà. On n'est pas là pour réinventer tout ce qui a été fait, mais plutôt centraliser, vulgariser l'information et la rendre plus accessible. Et puis après, comment on l'organise en termes de communication pour que ça reste un guide qui soit bienveillant et facile à utiliser. Bon. Donc, ton expérience en communication, en gestion de site web. En tout cas, il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que si elle a accepté de prolonger de 3 mois, c'est qu'elle se plaît ici. Donc, c'est déjà Elle ça. se plaît, mais elle est sous-payée. Ah, bon, oui. Et il n'y a aucun budget qui ne finance cette plateforme-là actuellement. Donc, c'est vraiment en bénévolat, en heures partagées à travers nos heures de travail qu'on est en train de faire cet exercice-là. On fait des petits miracles, hein? Louise Arnia. On va parler de 2 activités qui s'en viennent. Une qui a commencé, en fait, depuis le 10 mars. Ça, c'est la nouvelle cohorte de groupes de soutien là, pour aider les proches aidants. Peut-être nous en parler un peu. Oui, il y a les groupes de soutien pour les personnes qui vivent avec une personne qui vit avec la maladie. Donc, on est là pour donner des trucs, des astuces, des moyens pour adoucir le maintien à domicile et ce qui se vit à la maison. On parle aussi de troubles, des comportements déroutants. On va parler des syndromes crépusculaires, tous les syndromes inimaginables qu'on vit à travers un TNC. Donc, on vient supporter le proche aidant dans son accompagnement. Mais il y a aussi les groupes de deuil qui se sont ajoutés à notre offre de service. Parce que, comme je mentionnais, quelqu'un qui accompagne une personne avec un TNC, on peut parler de 20 ans d'accompagnement. On s'isole de ses amis, on n'a plus beaucoup de temps de prendre soin de soi. Quand le décès arrive, ces personnes-là se retrouvent devant un grand vide. On perd souvent tous leur démunis parce que pendant cette période-là, on s'occupait d'une seule personne. Ouais, 20 ans que toute notre attention est dirigée vers une seule et unique personne et tout d'un coup, on n'a plus rien. On se sent complètement désolé. L'isolement social, la mauvaise alimentation, la fatigue, le stress, ce sont tous des facteurs de risque d'un TNC qui, rappelons-le, sont responsables à 50 du développement de l'Alzheimer, tandis que l'hérédité, on ne parle que de 5 Oui. Et il y a la 21e marche là, pour Alzheimer qui s'en vient aussi là, le 31 mai prochain. Exact, qui est notre activité phare pour vraiment rappeler l'importance de marcher, de s'oxygéner, de faire de l'exercice. Peu importe l'âge, c'est une activité qui s'adresse à tous, qui permet de ramasser quelques fonds pour la société, mais aussi de maintenir une bonne santé cognitive. Ça, c'est au Centre plein air Ronald Beauregard? Exact. Mais mesdames, merci beaucoup. Et puis, je pense que le communautaire a besoin d'amour et elle en mérite. Et j'espère que le manque à gagner que vous avez là pourra être comblé, en tout cas en partie et même complètement. Et je le répéterai jamais assez, le rôle que vous avez ici est vraiment primordial. Merci beaucoup. Merci à vous. On fait une courte pause et on vient tout de suite après. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, François, souvent les gens nous demandent quand est-ce qu'on peut vous regarder? Mais là, c'est à partir du mercredi. Mercredi, 19h, on vous fait découvrir des acteurs de l'industrie sportive locale qui se distinguent. Manquez pas ça. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo.
intéressant papier la semaine dernière dans le Canada français. Ça nous a fait connaître un métier que je ne connaissais pas, ou à peine. C'est le métier de pompier auxiliaire. Et il y a une association des pompiers auxiliaires qui existe en Montérégie. La caserne, on me corrigera si je me trompe, mais elle est située à Richelieu. Et j'ai invité M. Sylvain Sévigny, responsable du développement des affaires pour l'Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, pour venir nous en parler. M. Sévigny, bonjour. Bonjour, merci de l'entrevue. Hein. Merci de l'appel. C'est très apprécié de mon nom puis au nom de l'organisation. Bien, ça me fait plaisir parce que justement, je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent ce métier-là de pompier auxiliaire. On connaît les pompiers volontaires, on connaît les pompiers qui travaillent à tous les jours, mais les pompiers auxiliaires, un peu moins. Parlez-nous-en, c'est quoi un pompier auxiliaire? Juste pour vous refaire les choses, la caserne est située géographiquement à Rougemont. À Rougemont, oui, j'ai dit Richelieu, c'est Rougemont. Il n'y a pas de problème. Oui, vous avez raison. Bon, ça a commencé, ça, avec une initiative de M. Patrick Bodreur, sa mère, en 1998. Ça existe à Montréal depuis 1945. 1998, ici, dans la Montérégie. Bon, pour démystifier ça, faire clair aux gens qui vont écouter l'émission, on n'est pas là pour aller circonscrire l'incendie. On est là, ce qu'on appelle dans le jargon des incendies, parce que je suis un ancien pompier de la ville de Montréal, retraité. On vient en soutien au niveau de l'attaque initiale. On soutient aux opérations qu'on appelle. Donc, on ne va pas porter l'appareil respiratoire, tant bien qu'on a quand même le bunker, vêtements de protection, on est identifié. Donc, il y a deux aspects, c'est venir en aide aux pompiers au niveau de l'alimentation, parce que imaginez qu'un incendie sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu dure pendant des heures, les restaurants sont fermés. Donc, c'est nous, sur les lieux d'intervention, qui fournissons, parce qu'il y a des véhicules, évidemment, attitrés à la caserne à Rougemont, qui ont été modifiés pour faire des food trucks, si vous voulez. C'est l'image, si vous le comprenez un peu mieux. Là. Donc, il y a un autobus qui a été transformé. C'est un restaurant sur roue. Donc, on arrive sur le lieu d'intervention. Il y a deux aspects majeurs. Donc, l'alimentation aux pompiers. On parle des sandwichs de l'eau, nos fameux grilled cheese, qu'on est très connus. Et aussi l'aspect de l'aide aux sinistrés. Ça aussi, c'est très important. Donc, sur le lieu d'intervention, on se rapporte au poste de commandement parce que la PAM fonctionne de façon... L'organisation de la PAM fonctionne exactement comme une caserne. Le directeur, chef des opérations, lieutenant, exactement. Mode de communication, on est branché depuis 3 ans. On est en collaboration avec la centrale de communication, la COCA qu'on appelle, centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches, qui fait en sorte que lorsqu'un individu appelle le 911, il y a un transfert qui se fait automatique. La centrale, comprenez, la centrale, le 911 va transférer ça à la centrale, qui va transférer ça au service d'incendie, qui lui va transférer ça au service d'incendie, parce que notre territoire, imaginez, un grand territoire de 87 municipalités, 42 membres actifs, tous bénévoles en passant. On n'est pas payé pour faire ça, hein? 46 services d'incendie qu'on dessert sur le grand territoire. C'est incroyable, cette organisation-là. Donc, on fonctionne exactement comme un service d'incendie, ce qui fait en sorte que la gestion d'intervention, les codes radio, l'habit, légifération au niveau du MSP, du ministère de la Sécurité publique. Donc, on est un plus que mal nécessaire. Mais je vais vous dire une chose, lorsque la PAM arrive sur le territoire d'un lieu, après un appel, les pompiers, ils sont bien contents de nous voir. Hein? Et le public aussi, ils sont bien contents de nous voir. Ouais. On ne joue pas aux pompiers, on ne se met pas à risque. C'est-à-dire que nous, on ne va pas circonscrire à l'intérieur d'un incendie que l'appareil respiratoire. C'est pas ça, notre travail, c'est pas ça. Et même, je dirais même plus que le travail peut aller jusqu'à une écoute. Vous savez, on faisait un exemple, vous êtes pompier, vous avez combattu un incendie, ça a plus ou moins bien été. Vous êtes sur le trottoir en attendant de la nourriture. Vous avez besoin d'une épaule, d'une écoute. La PAM est là. Les gens de la PAM vont s'asseoir, vont écouter, ça reste à la caserne, comme on dit. Donc, c'est tout ça qu'on fait. C'est incroyable. Et moi, je viens d'un service d'incendie de 30 ans au service d'incendie de Montréal. Je peux vous en parler jusqu'à demain matin. Mais imaginons une chose, c'est qu'il faut dire une chose, c'est que ces gens-là ont le cœur à bonne place. Parce que... J'en doute pas. Hein? Imaginons, parce qu'au bout de la journée, notre paye, c'est pas la paye pécuniaire, mais c'est un appel, mettons, d'un pompier qui a eu un réconfort. Il rappelle à la caserne, il demande de parler à un pompier, il dit « Hey, merci beaucoup pour la foi que... » La même chose qu'un citoyen qui va revenir à la caserne nous dire « Merci ». Mais on est dans l'ombre. On ne veut pas jouer en première ligne de pompiers. On laisse ça aux pompiers
mais on est dans l'ombre, on est un soutien nécessaire au service d'incendie. Vous dites que vous êtes bénévole, mais qu'est-ce qui motive les membres, justement, Parce que, est-ce que c'est tous les anciens pompiers? Pas nécessairement? Non. Moi, je suis un ancien pompier. Il y a des anciens pompiers, des anciens paramédics. Il y a des gens, globalement, il y a de tout âge aussi. Hein? Il y a des gens qui travaillent, là. Hein? Il n'y a pas toujours quelqu'un à la caserne. De jour, il y a toujours quelqu'un, mais de nuit, fin de semaine, des fois, il y a quelqu'un, mais des fois, il n'y en a pas. Mais on est en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que vous n'êtes pas à la caserne que vous ne recevrez pas d'appels, Non, parce que les appels se retransmis par une application sur les cellulaires. Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, mon cher monsieur, on peut faire des miracles. Ouais, à peu près, oui. Mais pour revenir à votre question, c'est le don de soi. Ça commence puis ça finit là. Puis moi, mon père me disait tout le temps, quand on reçoit des choses dans la vie, il faut redonner. Puis si tout le monde penserait comme ça, on ferait un colline de bons petits chemins au Québec. Oui. Vous avez parlé de l'aide aux sinistrés. Donc, par exemple, il y a un incendie, une personne voit son logement en feu, sort dehors, on voit la scène avec l'hiver, là, surtout. Là. C'est là que notre travail commence, parce que là, il faut les réconforter, les prendre en charge. Monsieur Tremblay, je veux aussi spécifier, lorsqu'on arrive sur le lieu d'intervention, on se rapporte toujours au poste de commandement, au PC, comme on l'appelle en bon jargon pompier. Et c'est lui ou elle qui décide nos tâches. OK. Mais si on revient à votre question de sinistré, on prend ces gens-là, couverture, moins 25, mois février, on les place dans l'autobus. En attente, on fait cette partie-là. L'autre partie est faite par la Croix-Rouge. On attend souvent dans la Croix-Rouge, puis on aime cette organisation, évidemment. On attend beaucoup d'eux, mais nous, on est là aussi. Et c'est pour ça que je remercie encore aujourd'hui de le fait qu'on a passé dans le Canada français puis votre demande qu'on soit ici pour démystifier qu'est-ce qu'on fait. Puis même, je pourrais dire encore plus, démystifier auprès des pompiers. Il y a bien des pompiers qui sont en plein, temps partiel, qui ne savent même pas leur rôle exactement où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on finit. Donc, pour revenir à votre question, l'aide sinistrée, on prend ces gens-là, on les réconforte, on attend dans l'autobus, la Croix-Rouge arrive chez ceux-là et la chaîne de commandement qu'on appelle se fait. Moi, j'ai un rêve. On a une fédération aussi. Il y a une fédération au Québec, la Fédération des pompiers auxiliaires du Québec. On attend une reconnaissance auprès de M. Yann Lafrenière, d'ailleurs que je salue, d'ailleurs que je dis merci parce qu'il est venu visiter à deux reprises la caserne. On travaille en étroite collaboration avec son bureau de comté. M. Lafrenière, que je respecte énormément, il sait très bien qu'est-ce qu'on fait aussi, mais la reconnaissance officielle n'est pas encore là. Un jour, elle va arriver, et je souhaite un jour que cette valeur ajoutée-là pour des services d'incendie va être à la grandeur du Québec. Qu'est-ce que ça changerait, cette reconnaissance-là? Est-ce que ça changerait votre travail ou ça serait une reconnaissance officielle? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de reconnaissance, on sait ce qu'on fait. On le fait très bien. Mais on parle de reconnaissance sur papier. Mais une reconnaissance, il y a des montants d'argent. Parce que nous, on fonctionne, imaginez une chose, là, c'est qu'on fonctionne exclusivement par les levées de fonds. Les levées de fonds font en sorte qu'on vient avoir le service depuis 28 ans déjà. Parce qu'il faut maintenir la caserne, c'est ça. Maintenir la caserne, maintenir tous ces effectifs-là, la formation continue. Les vêtements de protection nous sont donnés par quelques services d'incendie. Nos vêtements comme ça sont donnés par d'autres. J'aimerais bien ça que la compagnie Logicorp nous habille. J'adore cette compagnie-là, c'est incroyable, mais on n'a pas d'argent pour aller s'habiller là. Non, comprenez? On n'a pas d'argent parce qu'on vit exclusivement de dons. Et bon, c'est comme ça, mais on a dit... il est bien conscient, M. Lafrenière, que, bon, puis excusez l'expression, l'exercice, est-ce que le timing est bon? Bon, M. Lafrenière, il en a beaucoup dans ses souliers. On est en préélection, tout ça. Bon, mais il reste que c'est un rôle essentiel de valeur ajoutée pour les services d'incendie, mais aussi pour les élus, parce qu'on prend soin de leur monde, là, puis on prend soin de leurs pompiers. Hein. C'est ça qu'on fait. Puis, je peux vous dire que les services d'incendie, ça coûte tellement d'argent C'est pour ça que vous voyez aux nouvelles la création de plus en plus de régies intermunicipales, fait en sorte de mise en commun de services, fait en sorte que les villes ne peuvent pas se payer d'un autre aspect d'autobus et du personnel. Donc, cette valeur ajoutée-là, qui fonctionne exclusivement par les levées de fonds, un jour, j'espère vraiment qu'elle va prendre place avec la Fédération et il va y avoir une uniformisation de territoire puis un Québec mieux protégé qu'il l'est actuellement.
Comme c'est, on va le qualifier de métier, là, mais Oui. qui est plus ou moins connu, est-ce que vous avez de la difficulté au niveau du recrutement? Non, je vous dirais qu'il y a bien les gens, c'est les gens qui nous appellent. C'est Ah pas oui? nous. Ah oui, parce que la notoriété de la PAM est là. Le nom de la PAM, à travers toutes ces années-là, a une notoriété. Les services d'incendie, les villes qu'on dessert, et c'est les gens qui nous appellent. Là, des fois, les gens ont toujours une bonne volonté. Des fois, ils restent, des fois, ils ne restent pas pour X nombre de raisons. Non, le recrutement n'est pas là. La pérennité de la PAM va être parce que le plan d'affaires, ce que je suis responsable, le plan d'affaires, bon là, le plan d'affaires arrive plus qu'à maturité, il est saturé. Là. Donc là, il va falloir un jour ou l'autre prendre acte, puis dire, bon, on fait quoi avec tout ça? Mais toujours est-il, pour le moment, bon, on travaille exclusivement avec les levées de fonds. D'ailleurs, on va avoir une grande activité, là, je peux me permettre. Allez-y. Je lance un défi actuellement à tous les pompiers qu'on dessert depuis des années, les municipalités, les élus. Le 13 juin prochain, il va y avoir la 3e édition du tournoi de poche en collaboration avec notre plus grand partenaire indéfectible depuis des années, la compagnie Arrêt au feu. C'est convivial, ça en fait en sorte que la journée qu'on ramasse le plus d'argent, c'est là. Donc là, j'appelle les pompiers, les pompières, le personnel qu'on aide à chaque jour de nous aider actuellement. Je les mets défi de venir avec nous. Ça va nous faire un grand plaisir. Ça va être où, à la caserne? Non, ça va être à la compagnie Arrêt au feu. Notre grand partenaire qui est là depuis indéfectible, qui nous aide sur différents aspects, des camions, qu'on vient d'avoir un nouveau camion, plein de choses qu'on fait avec eux aussi. Il y a des grands partenaires qui sont là. Je pense à la Sonde, je ne veux pas oublier personne, là, à Robert Transport, puis il y en a d'autres aussi, là. Eux croient beaucoup à ça. Et de plus, je lance un autre défi. Je suis à la recherche d'une compagnie, soit Pasquier, soit Maxi. On a desservi l'année passée, 2025, 3000 bouteilles d'eau. C'est beaucoup, ça. Donc là, je cherche un partenaire. Mon numéro de téléphone est 514-589-5217. Moi, je suis un gars d'action. S'ils veulent communiquer avec nous, si après avoir écouté cet échange-là que j'ai eu avec vous, sans que, bon, on devrait faire quelque chose, bien, on est partie prenante parce que là, c'est vraiment important. Parfait. Le message est lancé. Merci beaucoup, M. Segui. C'était très intéressant. On en sait un peu plus sur les pompiers auxiliaires. Votre travail est essentiel. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, ça se termine pour cette édition de la Tribune de TVHR. Bon week-end, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.